Mapei World Paris pour ce second podcast Mapei Club consacré à une page d'histoire, une formidable aventure humaine. J'accueille pour ce faire Philippe Sey, maire de la commune de Bonrepos-Riquet depuis 2014, commune de Haute-Garonne qui abrite le château de Pierre-Paul Riquet, qui n'est autre que le concepteur du canal du Midi. Bonjour Philippe. Bonjour Catherine, merci de m'accueillir aujourd'hui dans ces très jolis locaux de Mapei World. Emmanuel Lacombe, vous êtes responsable de Mapei Academy, très impliqué dans la restauration du domaine, de la grotte de fraîcheur, de la glacière et de l'orangerie. Alors ce sont des termes un peu mystérieux qu'on éclaircira tout à l'heure. Tout cela avec des solutions Mapei, bien entendu. Bonjour Emmanuel. Bonjour Catherine et merci pour cette invitation pour ce second podcast. Alors, nous aborderons pour ce second podcast l'histoire passionnante et singulière de ce personnage exceptionnel que vous allez découvrir, qui était Pierre-Paul Riquet. Nous verrons quels sont les enjeux et les principaux acteurs, et ils sont nombreux, de la restauration du domaine. Et enfin, toutes les solutions constructives qui sont mises en œuvre et seront mises en œuvre afin de préserver la spécificité de ce lieu magique avec le recours à des matériaux nobles, tant par leur nature que leur mise en œuvre. Alors Philippe, pouvez-vous nous éclairer sur l'histoire et la personnalité hors du commun et totalement solaire de ce Pierre-Paul Riquet, qui met au point finalement une start-up avant l'heure? Tout à fait Catherine. Riquet est donc une personne qui naît Alors, il y a une petite incertitude. On ne sait pas si c'est en 1604 ou 1609. On sait qu'il est mort en 1680, mais sur sa date de naissance, il y a toujours une petite incertitude. Et donc, il naît à Béziers. Et puis, il va gravir, je dirais, les échelons dans la collecte de la gabelle, qui est donc cet impôt sur le sel que l'on taxe. Et il va ainsi s'occuper de tout le Languedoc et le Roussillon et s'enrichir avec cette collecte de la gabelle. Donc, il va ensuite partir dans la région de Revel, dans la Montagne Noire, rencontrer une personne assez importante dans ses décisions, qui est un Jean Cammas, qui est un sourcier. Et avec lui, ils vont se rendre compte de tout le potentiel hydraulique de la Montagne Noire et va pouvoir ainsi germer et se concrétiser ce projet de canal pour relier l'Atlantique à la Méditerranée. Mais alors, ce qui est frappant dans la personnalité de Pierre-Paul Riquet, c'est aussi son ambition personnelle, c'est-à-dire il avait envie d'un ascenseur social. Alors oui, parce que sa famille, Riquet, c'est d'origine italienne, les Riquetti. Et sa famille, à l'époque, a perdu ses lettres de noblesse. Et le fait il a toute sa vie est consacrée à retrouver ses lettres de noblesse. Et pour ça, il lui faut un château, il lui faut des centaines d'hectares de terre pour remonter, je dirais, au niveau ascension sociale et devenir baron de Bonrepos. Et alors, ce qui est très frappant aussi chez ce personnage, qui, il faut le rappeler, n'était pas ingénieur ni hydraulicien, c'est un chef d'entreprise qui avait une intuition absolument formidable. Alors, l'histoire de faire un canal de l'Atlantique à la Méditerranée, ça date des Romains. Depuis très longtemps, on sait que contourner l'Espagne, le Portugal, passer le détroit de Gibraltar en bateau, c'est long. On se fait attaquer par les pirates. Il faut verser des droits au roi d'Espagne. Donc c'est assez compliqué. En plus, ça serait intéressant d'avoir une voie d'eau pour laisser passer les galères royales de l'État. Et Riquet, qui collecte la gabelle, il a besoin d'un moyen de transport pour son sel. Les routes à l'époque ne sont pas sûres, donc on se fait agresser, pirater, etc. Donc d'avoir cette voie d'eau, pour Riquet, c'est fondamental. Alors, en 1651, Riquet a la possibilité d'acheter dans un petit village qui s'appelle Bonrepos, qui se situe à une vingtaine de minutes, a la possibilité d'acheter un château, qui est un vieux château fortifié qui permettait aux villageois de se protéger quand il y avait les guerres du catharisme, et de récupérer des centaines d'hectares. Donc il va acheter en 1651-1652 le château. Il s'engage à continuer à protéger les habitants du village s'il y a des problématiques de guerre. Et Riquet vient à Bonrepos pour 3 raisons essentielles. Et ça, c'est important. C'est qu'il a 3 projets de tracé de canal. Et celui qu'il privilégie, c'est celui qui passe par Bonrepos. C'est dans la vallée, donc on a la vallée du Giroux. Et le château va dominer la vallée du Giroux. Alors malheureusement, l'archevêque de l'époque, qui est Anglure de Bourlemont,
lui fait comprendre qu'économiquement, il vaut mieux que le canal du Midi passe par Toulouse. Donc il va changer ses plans, mais il continue donc à garder le château. Le château aussi va lui permettre de réaliser dans son parc, vous avez un domaine qui fait à peu près 28 hectares au niveau du domaine du château, il va réaliser un démonstrateur. Et c'est là où Riquet, on a tendance à dire c'est un ingénieur, ce qui est complètement faux. Riquet est un chef d'entreprise, c'est un meneur d'hommes, c'est un type extraordinaire parce que je vous laisse imaginer à l'époque d'avoir 12 000 employés sur 250 km de tracé de canal et de gérer tout ça en une dizaine d'années. C'est fabuleux, quoi. Je veux dire, c'est quelque chose d'extraordinaire à l'époque. Oui, Philippe, c'est vraiment là où on peut faire la comparaison avec une start-up de nos jours. Tout à fait, parce qu'il va s'entourer des personnes importantes pour trouver les fonds et convaincre Louis XIV de lui donner la concession du canal du Midi. Donc il va s'entourer d'Anglure de Bourlemont, qui est l'archevêque de Toulouse, hyper influent auprès de Colbert et Louis XIV. Il va le faire venir au château pour leur montrer avec les émissaires du roi comment fonctionne son démonstrateur. Et puis, il va écrire cette célèbre lettre à Colbert qu'il écrit du château en 1662, où il demande la concession du canal du Midi au roi, en lui disant, alors vous allez vous étonner qu'une personne qui collecte la gabelle comme moi s'intéresse à des problèmes hydrauliques, mais il arrive à le convaincre et lui faire passer sa passion et son idée que c'est faisable. Donc là, en fait, dans la collecte des fonds pour financer cette entreprise, Riquet va investir toute sa fortune. Je répète, il s'était enrichi avec la collecte de la gabelle. Ça me fait toujours penser au film La folie des grandeurs avec Louis de Funès, quand il dit « ça c'est pour le roi, ça c'est pour moi, ça c'est pour le roi, ça c'est pour moi ». Donc il va s'enrichir avec la gabelle. Donc il investit à peu près un tiers du coût global de la construction du canal du Midi. C'est toute sa fortune. Ensuite, le roi Louis XIV va mettre un tiers de son côté. Et le dernier tiers, ce sont les villes qui sont traversées par le canal du Midi. Et donc Riquet va arriver, comme une start-up, à leur vendre l'intérêt et l'utilité pour eux d'avoir ce canal qui traverse leur commune, parce qu'ils vont pouvoir taxer, au passage, les transports de marchandises, etc. Oui, donc leur accord n'était pas totalement désintéressé. Tout à fait. Mais Riquet, il est très intéressé. Je disais tout à l'heure, il lui faut une voie sécurisée pour transporter son sel. Ça lui permet de retrouver ses lettres de noblesse et de l'ascension sociale. Et derrière, c'est hyper stratégique pour lui. Alors, autre point passionnant de cette histoire, racontez-nous, Philippe, comment finalement vous avez pu, avec la commune, acquérir le domaine. Alors, on est en 2007 et le château est occupé par une vieille dame assez âgée, qui est propriétaire du domaine et qui, avec ses petits-neveux, ses sœurs, etc., ils arrivent à la convaincre de vendre le domaine. Et donc la commune est informée évidemment de cette vente. Et là, je pense qu'il était important pour nous d'être maître de notre avenir, ne pas laisser ce château dans le privé devenir on ne sait quoi. Moi, je suis passionné par le patrimoine. Je pense qu'avec le maire de l'époque, il a bien senti quel était l'intérêt pour nous de pouvoir restaurer et de conserver dans le domaine public ce château. Donc, le 31 décembre 2007, la commune fait l'acquisition de ce château et de 28 hectares de parc autour, avec évidemment les financements du département, qui finance quand même 55% de l'acquisition, la région et la commune. Et la commune Maurepas-Riquet, c'est 300 habitants. Et on s'est endetté pour plus de 35 ans. Alors, on imagine, parce que effectivement, la restauration du lieu suppose différentes tranches de travaux, avec, j'imagine, beaucoup de contraintes, de respect des codes architecturaux, etc. Donc, pouvez-vous un petit peu nous détailler le calendrier et les différents lots ? Tout est classé monument historique. Le parc, tous les bâtiments, tout est classé. Donc on a évidemment la DRAC, la direction des affaires culturelles, avec qui on travaille, les bâtiments de France, les monuments historiques, même l'archéologie. L'ensemble de la rénovation du domaine a été chiffré à peu près à un peu plus d'une vingtaine de millions d'euros. Donc vous imaginez, pour une commune de 200 000 euros de budget à l'année, donc c'est un petit peu surdimensionné et complètement irréalisable. Il y a un petit grain de folie de la commune à l'époque, mais passionnant, parce que je dirais qu'on arrive à lier des relations avec les politiques pour les financements, avec les mécènes,
et tel que ma paye. On va y revenir. C'est une aventure qui est quand même assez extraordinaire, qui dure depuis 2008, début 2008, puisque le château a été acheté le 31 décembre 2007. Notre pire ennemi, c'est le temps. L'usure des bâtiments avec le temps, c'est catastrophique. Et je me bats, moi, depuis 13 ans, pour sauver les bâtiments et éviter qu'ils tombent. Donc on est obligé de phaser, parce qu'évidemment, on n'a pas trouvé 22 millions comme ça qui sortaient d'une poche. Donc on a surtout commencé à sauver les bâtiments de la ruine complète. On avait l'orangerie, qui est un bâtiment exceptionnel, qui est une des plus belles orangeries de tout le sud-ouest de la France, qui fait 45 mètres de long, 9 mètres de large, avec des arches en diaphragme. Là, je vous invite à venir visiter, c'est fabuleux. La toiture était complètement en ruine. Il y avait un arbre qui poussait à l'intérieur de l'orangerie. Et le premier mécénat qu'on a eu, c'était avec la Fondation du patrimoine et la Fondation Total, qui nous a apporté l'argent nécessaire pour refaire la toiture et éviter que le bâtiment tombe. Donc ça, c'était la première chose. Ensuite, on a pu restaurer une tour du château qui était en train de tomber. Je me rappelle, on avait organisé une opération de débroussaillage avec des bénévoles. Ça, on en reparlera après, mais vous allez voir, c'est assez exceptionnel. Et puis, on s'était arrêté, on avait mis notre point de ravitaillement dans des douves à côté de la tour. Et dans la nuit, une partie de la tour est tombée, là où on avait mis notre point de ravitaillement. Donc, il y avait quand même une dangerosité qui était assez importante. Donc ça a été aussi une opération coup de poing, avec l'aide du Crédit Agricole, la Fondation du Crédit Agricole. Et donc on a pu restaurer cette tour. Et la toiture du château est bonne. Donc aujourd'hui, le château, ce n'est pas notre priorité. Notre priorité, ce sont les autres pépites qu'on a sur le site. Oui, on parlait tout à l'heure de grottes, de glacières. Voilà, on a quelque chose d'exceptionnel parce qu'en fait, Riquet, déjà, donc, je vous ai dit tout à l'heure, d'origine italienne, fait au XVIIe siècle un parc à l'italienne. Et quand on a de l'argent, il est bon d'avoir dans son parc une grotte de fraîcheur ou grotte nymphée. Alors la différence, c'est si on trouve un point d'eau à l'intérieur. Donc on est en train, avec des archéologues, d'essayer d'affiner si c'était une grotte de fraîcheur ou une grotte nymphée. Ça, c'est exceptionnel parce qu'il n'y en a plus que 2 ou 3 en France. On va copier Versailles. Riquet et ses descendants copient tout ce qui se fait à Versailles. Donc on va trouver une glacière. Ça, c'est aussi quelque chose d'exceptionnel parce qu'elle est en très bon état. Alors racontez-nous la glacière, à quoi ça servait exactement? La glacière, c'est le frigo de l'époque. C'est-à-dire que quand vous voulez conserver les fruits de mer ou faire des desserts glacés comme des sorbets, il vous faut de la glace. On n'a pas de frigo à l'époque. Donc on crée un genre de cylindre qui fait... Alors le nôtre fait 5 mètres de diamètre sur 7 mètres de profondeur. Donc je vous laisse imaginer la quantité de glace qu'on peut avoir là-dedans. On peut y mettre 100 tonnes de glace. Et Riquet fait venir la glace de la Montagne Noire, des Pyrénées. Il a de l'argent, donc ce n'est pas un problème pour lui de faire venir la glace des Pyrénées. Et cet effet de volume va faire qu'on va avoir de la glace toute l'année. Donc c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et alors Philippe, au-delà des bâtiments et donc des éléments que vous venez de décrire, il y avait également ces fameuses maquettes qui étaient présentes dans le parc et qui servaient donc, comme vous l'évoquiez, de démonstrateur à Riquet. Tout à fait. Ça, c'est un petit peu le clou pas le clou du spectacle, mais de la visite. Quand Riquet donc achète le château, avant même de reconstruire le château sur les ruines de l'ancien, il va faire son démonstrateur, ses maquettes, cette miniature du canal du Midi. Il va créer un barrage qui fait 2 hectares, donc une grande réserve d'eau avec une digue et une trappe pour laisser passer l'eau, et un morceau de canal qui fait 250 mètres de long. Et c'est là, en fait, qu'est la solution trouvée par Riquet. Parce que, je disais tout à l'heure, depuis les Romains, on sait qu'il faut une voie d'eau entre l'Atlantique et la Méditerranée. Mais tout le monde s'est heurté à l'alimentation en eau du canal. Comment avoir de l'eau l'été quand il fait très chaud pour pouvoir continuer à naviguer dessus. Et à l'époque, il n'y a pas de barrage. Personne ne connaît le barrage. Ça n'a jamais été inventé. Alors on verra après qu'il y en avait un en Chine, mais comme il n'y a pas de moyen de communication à l'époque, on ne le sait pas. Mais en France, en Europe, il n'y a pas de barrage. Et donc l'idée de Riquet, quand il est dans la Montagne Noire avec ce sourcier, c'est cette idée de grand bassin, de ce qu'on appelle de réservoir qui est à Saint-Ferréol. Et il va le faire en miniature dans son parc. Et quand il va faire venir donc Anglure de Bourlemont, l'archevêque de Toulouse, et puis les émissaires du roi, il va leur montrer qu'avec cette grande réserve d'eau, il est capable, toute l'année, d'alimenter en eau ce morceau de canal qui fait 250 mètres de long. Et ça, c'est exceptionnel. Donc Riquet, pour moi, c'est un commercial exceptionnel. Il fait son démonstrateur. Avant même de construire quoi que ce soit, il fait son démonstrateur.
c'est nécessaire pour convaincre. Oui, en fait, c'est un grand visionnaire qui s'est donné les moyens de Il s'est donné les convaincre. moyens. C'est comme un commercial qui va faire la démonstration de ses revêtements, de son béton ciré. Il va réaliser son démonstrateur. Alors, on comprend bien l'ampleur. C'est vraiment les travaux d'Hercule que vous avez entrepris. Comment interviennent les différents acteurs dans le phasage des travaux et qui sont-ils, ces acteurs ? La première chose qui a été faite par la commune, c'est de s'associer à une fondation pour pouvoir permettre aux mécènes, aux entreprises, aux particuliers d'avoir de la défiscalisation. Ça, c'était important. Donc, on a passé des accords avec la Fondation du patrimoine. Ensuite, la commune a inventé une opération, on était un petit peu, vous savez, de crowdfunding que l'on trouve aujourd'hui assez à la mode, mais à l'époque, ça n'existait pas. Et on a créé une opération qu'on a appelée l'opération 200 000 pixels. C'était utiliser Internet avec sa puissance pour pouvoir capter du monde, je dirais, sur toute la planète. On a pris une photo du château qu'on a divisée en 200 000 parties et on venait vendre, et on continue d'ailleurs, à vendre virtuellement un morceau du château. C'est-à-dire que vous venez cliquer sur un petit bout du château. Chaque pixel, on appelait ça opération 200 000 pixels parce que chaque pixel vaut 100 € et vous avez 66 € de défiscalisation. Et ça nous a permis de financer les 20% qui sont à la charge de la commune et qu'il nous faut systématiquement financer. Donc on a réussi presque à avoir une centaine de milliers d'euros d'achat de pixels. Et tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant dans le château a pu être financé grâce à ça au niveau de la part communale. Ensuite, donc, vous avez les acteurs publics, comme l'État, qui nous aide beaucoup. Ça, ce sont les relationnels que l'on peut tisser avec le préfet. On a aussi évidemment tous les acteurs publics, comme l'État, qui est un contributeur très important, surtout sur l'orangerie. L'État nous a permis de pouvoir passer de ces 80% de subventions maximum que l'on peut avoir. C'est la difficulté, c'est qu'il fallait, pour la commune, financer 20% à chaque fois. Et vous comprenez bien qu'avec le budget de la commune, certaines choses étaient irréalisables. Tout ce relationnel que l'on peut avoir avec les politiques nous a permis d'avoir sur l'orangerie 100% de financement. Ça, c'est exceptionnel, c'est assez rare. Donc, je les en remercie. Vous avez le département qui nous aide beaucoup, avec un président du département actuel qui a compris tout l'intérêt du site. Vous avez la région, vous avez ensuite tous les mécènes comme Mapei, qui, pour nous, ce sont des mécènes exceptionnels parce que ce sont des mécènes qui sont venus nous voir en disant nous, on ne veut pas faire du one-shot. Nous, on veut vous aider, mais sur du long terme. Et ça, c'est exceptionnel parce que vous comprenez bien qu'il nous faudra des années et des années pour arriver à restaurer ce domaine. Mais on y arrivera. Et même si nous, on ne le voit pas, c'est pas grave. Notre but, c'est de transmettre aux générations futures le site dans le meilleur état possible. Et eux continueront. Alors, justement, je me tourne vers Emmanuel, qui fait partie donc de la société Mapei. Emmanuel, est-ce que vous pouvez évoquer un petit peu l'histoire de cette rencontre avec Philippe, de cette passion commune, et puis de comment vous avez pu mettre en place des solutions adaptées pour la restauration du domaine? Alors, c'est une rencontre un peu extraordinaire. La rencontre entre la mairie de Bon-Repos-Riquet et Mapei France, elle remonte à 2017. C'est au cours d'une balade à vélo, un dimanche matin. Ah, c'est normal pour le groupe Mapei. Exactement. Un point commun déjà. Au pied du château, donc, qu'une discussion s'engage entre André Altigné, qui est un artisan carreleur à la retraite, membre bénévole, actif aussi, on y reviendra, de l'association de la sauvegarde et de la valorisation du domaine de Bon-Repos-Riquet, et notre collègue Thierry Labatte, qui est le responsable du pôle carrelage chez Mapei. Donc nous saluons, on profite au passage de saluer, on salue chaleureusement Thierry. Bonjour Thierry. Alors, pour répondre à votre question, Catherine, on va dire que de cette discussion dominicale et sportive va naître une extraordinaire aventure humaine. Une passion commune pour la culture et la préservation des bâtiments historiques. Et là, vous parliez du vélo, là on parle de la culture, ça fait partie de deux piliers, c'est vraiment l'ADN également de Mapei. Alors, en 2007, comme disait Philippe Say tout à l'heure, lorsque la mairie de Bon-Repos-Riquet achète ce domaine, il y a véritablement de la passion, il y a de l'audace, il y a de l'envie de sauvegarder ce patrimoine local.
Et là aussi, autre caractéristique, c'est vrai que le groupe Mapei et la mairie de Bon-Repos-Riquet partagent, on va dire, pleinement ces valeurs humaines et culturelles. Mapei France donc, s'est engagé depuis donc 2017, à côté de la commune, sur des conseils, sur l'accompagnement sur la mise en place de produits. On va revenir sur les différents chantiers. Mapei France donc, a ainsi rejoint, dès 2017, le cercle des mécènes du château de Bon-Repos-Riquet. Alors concrètement, Emmanuel, en quoi consiste en fait ce travail que fournit Mapei dans le cadre de la restauration du domaine? Alors j'ai bien aimé tout à l'heure l'image qu'a utilisée Philippe Say, et c'est vrai que c'est pas du one shot. C'est-à-dire on est plus un coureur de fond, un coureur de course à pied, on va dire un marathonien. De marathonien, voilà. C'est-à-dire qu'on a voulu ancrer notre relation sur du long terme. Alors, Mapei a fourni en particulier des solutions techniques pour soutenir et rénover le premier chantier qui était le plus urgent. C'était la fameuse grotte de fraîcheur ou grotte de nymphée. Donc là, pour l'instant, on est en plein sur la terminologie. Les prochaines investigations nous le diront. Une grotte dont, en fait, Philippe en a parlé, mais c'est vrai que la fraîcheur était appréciée en été, et c'était une grotte construite, inspirée de l'Antiquité et d'origine italienne, comme Mapei, comme Riquetti, la fameuse famille dont on a parlé tout à l'heure. Et ces grottes donc étaient très, très, très à la mode au XVIIe siècle. Cette grotte est un témoin rare et précieux de l'art de vivre à l'époque, et il n'en resterait effectivement que 4 en France. Alors, pour répondre à votre question, Catherine, c'est vrai que Mapei innove, c'est une des caractéristiques. On a choisi techniquement pour renforcer cette grotte. Alors cette grotte est constituée d'une voûte, et cette voûte menaçait de s'écrouler. Donc Mapei, à son image et au niveau inventivité, on va dire, a mis en place un système spécifique avec des tiges en acier inox, dont le nom s'appelle Mapei Steel Dry. Donc, ce sont des tiges en fait métalliques qui ont été scellées avec une résine, chez nous qui s'appelle Mapei-Fix VESF. Et donc, en fait, si vous voulez, à l'image d'un hérisson, ces tiges ont été scellées depuis l'intérieur de la voûte jusqu'à l'extérieur pour s'ancrer dans une dalle béton qui a été constituée. Voilà. Donc ça a été la sauvegarde de cette grotte, ça a été le premier chantier. Depuis l'année dernière, la mairie et l'association de sauvegarde et de valorisation du domaine de Bon-Repos-Riquet se sont lancés dans la rénovation des fenêtres en chêne. Alors c'est vrai qu'avec le temps, ces fenêtres, elles ont vieilli forcément. Mapei, grâce à ses conseils et à nos solutions de résine époxydique de la gamme Mapei Wood, a permis donc la restauration et a réalisé ces travaux. Alors il y a un chantier d'exception, Emmanuel, c'est celui de l'orangerie. Ah, exactement. Alors, autre, on va dire, futur chantier, mais qui est en cours, qui a commencé déjà au niveau des travaux de rénovation, c'est le fameux chantier de l'orangerie. Donc, en fait, c'est un magnifique espace de 330 mètres carrés, qui était destiné autrefois à abriter les plantes méditerranéennes et exotiques en période hivernale. Donc, Mapei va fournir les solutions de rénovation des murs, et également le revêtement de sol avec un revêtement, le Mapei-Flore Cosmo Terrazzo, en adéquation avec les contraintes esthétiques et bien sûr sous l'égide de la direction régionale des monuments historiques. Et c'est vrai que quoi de mieux qu'un terrazzo pour au sol de ce magnifique espace. Exactement. Alors, il y a ce fameux chantier de la glacière également, Emmanuel. Exactement. Donc, le futur chantier de la rénovation de la glacière, elle a été construite au XVIIe sur le versant nord afin de conserver au mieux la glace. Philippe en a parlé, je ne vais pas y revenir, mais en fait, il s'agit d'une grosse cuve enterrée en briques, près de 7 mètres de profondeur, 5 mètres de diamètre. Elle est voûtée d'un dôme surmonté d'un oculus, d'un jour, et précédée d'un couloir coudé. Et là, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est important d'insister, Riquet est visionnaire. Et à l'époque, Riquet a rapidement compris qu'une élite aisée était à la recherche de nouveaux plaisirs gustatifs et que disposer de glace était un luxe. Les nouvelles manières de la table à l'époque imposent alors ces limonades frappées, ces sorbets, ces fruits glacés durant l'été. Et c'est vrai que
Riquet avait de l'argent, faire venir de la glace des Pyrénées, du Comminges, c'était pas un problème. Et là aussi, nos solutions techniques seront mises en œuvre également sur ce chantier. Donc nous serons prochainement avec la mairie et l'architecte en lien pour étudier les solutions potentielles. Merci Emmanuel pour toutes ces précisions donc, sur les domaines d'intervention de MAPEI pour la restauration du domaine. Alors, un dernier point, Philippe, qui peut sembler anecdotique, mais qui nous passionne. Il semblerait que le château soit hanté. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quoi consiste cette histoire palpitante et peut-être moins connue du château ? Alors ça c'est sur les dires de l'ancienne propriétaire qui nous disait discuter avec elle. En fait, le fantôme, ça serait Dorothée Étiennette de Riquet, arrière-petite-fille de Riquet, qui donc propriétaire du château à l'époque, mariée à une personne très influente et très importante, qui est Monsieur de Cambon, grand consul de Toulouse. En 1792, les révolutionnaires arrivent au château et veulent arrêter Monsieur de Cambon pour le guillotiner. Il a fui à Paris et Étiennette refuse de leur dire où il est parti. Et en représailles, c'est elle qu'ils vont guillotiner en 1792. Et depuis, elle hanterait le château de Bonrepos. Bon, c'est une histoire. Moi, c'est vrai que descendre dans le château à 2-3 heures du matin, non merci. Parce qu'il y a tellement de bruit, tellement de bestioles qui peuvent vous passer que non. Mais il y a des anecdotes qui sont intéressantes, comme le fait qu'au début, là, on réalisait des expositions un petit peu muséographiques, et les personnes qui avaient toute leur collection dormaient au château pour la protéger. Et 2 personnes à 6 mois ou 1 an d'intervalle sans se connaître, quand je leur ai posé la question, alors vous avez bien dormi au château, pas trop froid, etc., m'avaient répondu, on a été réveillé à 3 heures du matin, il y a quelqu'un qui marchait dans les étages. C'est quand même assez exceptionnel. Alors un jour, sur des problématiques d'incivilité d'artisans qui vous déposent des déchets sur la commune, j'avais acheté un appareil photo pour piéger les ours là, que l'on met dans la forêt, à déclenchement automatique. Et un jour, je me dis, tiens, tu vas le mettre dans un des étages du château pour voir un petit peu. Et à 3 heures du matin, j'ai une photo qui m'est arrivée où on voit une ombre blanche qui passe devant la photo et on dirait voir un visage. Donc bon, après, c'est vrai qu'on peut toujours dire qu'on voit plein de choses. J'en avais parlé au journal de la Dépêche, là, qui est le journal régional du côté de Toulouse. Ils ont fait un article là-dessus avec la photo et c'est un des articles les plus lus et les plus cliqués sur Internet. Et donc, on a prochainement, d'ailleurs c'est la semaine prochaine, un chasseur de fantômes qui va venir passer toute une nuit dans le château en mettant des caméras, des micros, etc. et essayer de voir si Dorothée se manifeste. Voilà, donc c'est toujours assez original et ça plaît beaucoup comme histoire. Ah bah, de toute façon, Philippe, moi je vous attends de pied ferme pour avoir la conclusion de l'histoire de fantômes. Avec grand plaisir si elle se manifeste. Alors, la tradition avec les podcasts MAPEI Club, c'est que chaque invité résume en une phrase son mot de la fin. Philippe ? Résumer en une phrase, vous m'avez entendu, c'est compliqué, parce que je serais intarissable sur le sujet. Moi, c'est remercier MAPEI de leur aide. Il y a du mécénat en nature, du mécénat de compétences, du mécénat financier. Bon, c'est exceptionnel pour une petite commune comme la nôtre. Ça va vous permettre de tester vos produits sur des monuments historiques, en collaboration avec la DRAC et certains laboratoires d'homologation des produits. Évidemment, on est très, très content et très heureux de vous avoir comme partenaire. Et j'espère que ça sera sur du long terme comme vous le souhaitez. Emmanuel ? Je partage pleinement, et je remercie Philippe pour sa conclusion. Moi je dirais que je partirais d'un parallèle déjà entre l'achat de la commune en 2007 du domaine de Bonrepos-Riquet avec son château, est à l'image un peu du projet du canal à l'époque, du canal du Midi au XVIIe siècle, conçu par Pierre-Paul Riquet. Il y a de la folie, il y a un brin de folie, il y a de l'audace. Et sans brin de folie et sans audace, cette aventure humaine qui lie la commune avec MAPEI n'aurait jamais vu le jour. C'est une aventure humaine qui a commencé depuis 4 ans. C'est pour moi une illustration même de l'audace, du goût du risque et de l'entrepreneuriat d'aujourd'hui. Je dirais que c'est pour la mairie, c'est pour MAPEI un vrai partenariat gagnant-gagnant.
C'est une vitrine pour nous. C'est effectivement pouvoir utiliser nos produits, montrer la compétitivité et nos valeurs. C'est pour la mairie, effectivement, intéressant d'être accompagné au-delà, je dirais, du contexte et de l'apport financier. C'est un partenariat, et puis c'est vrai que la mairie peut compter sur nous. Donc c'est un amour de la culture architecturale locale. C'est au-delà, je dirais, même l'amitié des hommes. Et pour illustrer ce point-là, ce dernier point, pour conclure, c'est l'association de sauvegarde du domaine de Bon Repos Riquet qui, tous les samedis matins en début de mois, se réunit des bénévoles pour embellir et restaurer ce formidable domaine. Donc c'est quand même une super aventure et je suis pleinement satisfait de faire partie de l'aventure. C'était une bien belle et longue phrase, Emmanuel. Merci beaucoup pour cette conclusion. Merci à nos invités pour vos interventions passionnantes et passionnées. Je vous donne rendez-vous pour un 3e volet des podcasts Mapei Club en direct du Mapei World Paris. Merci à toutes et tous de nous avoir accompagnés pour cette aventure passionnante de Pierre-Paul Riquet.